Bonjour à tout le monde. Merci pour votre présence ici aujourd'hui. Donc, pour information, cette visioconférence est enregistrée. Alors, simplement pour vous rappeler avant tout quelques règles, je vais vous demander à tout le monde de bien vouloir couper son micro et de façon à laisser le micro seulement ouvert pour les personnes qui prennent la parole. D'autre part, nous allons recevoir ce matin 5 intervenants. Il y aura un temps pour leur présentation et puis un temps pour des questions-réponses. Donc, je vous invite à envoyer les questions dans le chat et nous regrouperons les questions afin de les poser directement aux interlocuteurs, de sorte que vous n'ayez pas besoin d'ouvrir votre micro pour poser ces questions-là. Donc, ce matin, on a jusqu'à midi pour parler sur la thématique de l'évaluation, toujours dans le cadre des visioconférences sur la conception des RIOF. Nous en sommes à la 5e aujourd'hui, et puis nous avons l'honneur donc de recevoir William Weiss, qui est aujourd'hui directeur de la formation des sapeurs-pompiers au Centre national de la fonction publique territoriale, mais qui était également à l'origine notamment de l'arrêté du 28 août 2019, et donc qui va pouvoir nous parler de l'intention donnée par notamment les référentiels nationaux d'évaluation quant à l'évaluation. Et puis d'autre part, nous entendrons aussi Benoît Rousseau, qui est chargé de mission à l'ingénierie pédagogique du CNFPT, qui va pouvoir nous donner en ce moment les réflexions qui sont menées à l'ENSOSP en ce moment sur cette thématique. Et puis, nous entendrons également Frédéric Riquert du 1044 et Anthony Blanchard du 1013, tous deux chefs de service dans leur groupement de formation respectifs, et qui vont pouvoir nous parler de la mise en œuvre de l'évaluation justement dans les formations. Et enfin, nous conclurons sur l'évaluation, mais cette fois-ci l'évaluation des dispositifs, avec Christelle Chauffrias, qui est actuellement doctorante en sciences de l'éducation et de la formation à OSIS 31 et qui mène une thèse sur l'évaluation du système formation. Et elle viendra nous partager ce qu'elle a écrit, notamment dans sa participation dans l'écriture au RIOF, concernant l'amélioration continue, la partie de l'amélioration continue des dispositifs de formation. Donc, je vais en premier lieu laisser la parole à William Weiss, simplement pour vous rappeler que également ceux qui n'ont pas encore coupé leur micro, de bien vouloir couper leur micro. Et je laisse la parole à William Weiss sur cette première partie quant à l'intention donnée dans les référentiels nationaux d'évaluation. Bonjour William. Bonjour tout le monde, bonjour Paul, merci pour cette invitation et merci pour cette dynamique nationale par rapport au sujet. C'est complètement l'esprit de ce qu'a toujours voulu la Direction générale de la sécurité civile et dans laquelle je m'inscris moi dans ma nouvelle fonction. Benoît, tu as probablement entendu, hein, Paul a fourché en disant que tu étais au CNFPT, hein, je confirme, Benoît est bien à l'ENSOS mais pas au CNFPT dans son intervention d'après. Il n'y a rien de prémonitoire, hein. Quoique, après, on ne sait jamais ce que nous réserve la vie. Moi-même, j'étais le premier surpris. Alors, avant la notion de l'intention, je peux malheureusement rester qu'une heure avec vous. Je dois partir à 11 h, donc je regrette de ne pouvoir voir la partie éval dispositif, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de Kirkpatrick en l'occurrence. Donc j'imagine que votre doctorante a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, mais nous, je pense qu'on reviendra à l'occasion sur le sujet et plaisir de partager avec vous sur cette approche globale. J'ai regardé avec attention pour ceux qui ont eu le temps et pris la peine de remplir le Framello. Je vous posais 3 questions, c'est quand est-ce que vous créez votre évaluation, sur la base de quel support vous créez l'éval et quelles difficultés vous avez à créer ces fameuses évals. Alors je trouve déjà très intéressant et je mesure combien la maturité sur ces sujets-là ont évolué énormément en une petite décennie au sein de nos organisations, puisque l'évaluation, il était encore traditionnel il n'y a pas très longtemps, que ce soit la question qu'on se pose à la fin, une fois qu'on a fini de construire une formation, bon, et maintenant je fais comment pour évaluer ça?
Alors que là, on voit aujourd'hui, franchement, qu'il y a une vraie évolution. Alors, elle n'est pas majoritaire, hein, tous les IDIS de France ne sont pas dans la même situation, mais on voit bien qu'aujourd'hui, quand vous créez des évaluations, vous les créez quand vous construisez les parcours. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est un premier élément extrêmement fort qui permet d'avoir des évaluations adaptées aux compétences que vous recherchez à faire développer chez nos différents stagiaires apprenants. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est un premier recul qui montre qu'il y a eu vraiment un changement profond et conforme à ce qui était attendu. Et après, la deuxième chose, ça c'est un peu l'idée de ce matin, c'est sur la base de quoi vous créez ces évaluations. Et ce qui est parfait, c'est que vous êtes bien sur les référentiels nationaux, vous êtes bien sur, que ce soit d'évaluation d'activité de compétences. Donc on est bien sur la base de ces éléments-là. Si Paul, tu veux bien mettre les deux diapos que je t'ai envoyés, pour vous donner l'intention du ministère au moment de la création au moment de l'évolution, c'est pas la création, parce que pour rappel, parfois on se mélange un petit peu dans l'historique, mais toute cette approche de manière globale, elle a commencé quand même sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur à l'ENSAS à partir de 2009. Elle a été confirmée par les premiers textes en 2013, où la fameuse notion d'approche par compétence a commencé à se développer. Mais initialement, on était sur ce qu'on appelle le parcours attendu, le profil attendu après formation, le PAF. Il y a encore des articles de l'ENSAS sur ce sujet. Ensuite, il y a eu l'ingénierie du PAF qui a commencé à développer le concept de l'approche par les compétences. Et puis à partir de 2013, le bureau de la formation au ministère a écrit le premier référentiel ce qui se passe dans les IDIS aujourd'hui. Le ministère s'est cherché, tout comme tout le monde s'est cherché un peu sur ce domaine-là, parce que c'était une évolution qui était en train seulement de commencer à prendre de l'ampleur au niveau national, au niveau français, en dehors de notre environnement pompier. Alors, William, oui. Oui, William, juste, j'ai toujours rien dans ma boîte mail, hein, c'était juste pour te signaler ça. D'accord. Alors, pourquoi? Normalement, c'est parti. Je vais vérifier. Ok, bon, je te l'envoie. Je vais faire deux choses en même temps, on va y arriver. Sur l'intention. L'intention, elle est au fait de se dire qu'aujourd'hui, ce qui est attendu de la part d'une activité, d'un emploi, sous-entendu équipier, chef d'équipe, chef d'agré, les différents niveaux, c'est qu'il y ait un service rendu aux citoyens qui soit le même sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est l'idée de départ. À partir de là, c'est bien le concept du référentiel de compétences qui permet d'envisager ce niveau attendu. Je suis désolé, je fais deux choses en même temps. Et ça ne marche pas bien. Sur ce niveau attendu, l'objectif, c'est d'essayer de trouver une solution pour faire face à la problématique que l'on connaît tous sur l'interprétation que nos équipes de formateurs, d'intervenants peuvent avoir sur le niveau que eux ils attendent. Et je crois qu'une des grosses difficultés, elle est souvent là, c'est de faire la différence entre ce que le formateur attend par rapport à son histoire de vie, par rapport à son histoire professionnelle. J'ai un problème de remise de fichier à ton intention, Paul. Je vais peut-être partager mon écran. Donc le problème, c'est l'intention ou le niveau que nos formateurs attendent et le niveau du référentiel. Donc à partir de là, l'idée, c'était bien de dire quelles sont les activités qui sont aujourd'hui et qui s'inscrivent dans le schéma de bloc de compétences. Derrière ces activités-là, il y a la décomposition que vous connaissez, donc la décomposition en compétences. Ces compétences elles-mêmes décomposées
en savoir agir. Aujourd'hui, c'est la façon d'écrire le référentiel. Et dans ce référentiel, après, vous aurez les habilités, les attitudes et les connaissances. Donc, le schéma est de que vous puissiez évaluer sur un mixte entre les compétences et les savoirs-agir. Si on raisonne sur une activité, c'est là où je vais démarrer le partage d'écran. Si on raisonne sur voilà. Est-ce que déjà, vous pouvez me confirmer que ça fonctionne? C'est bon? Oui, c'est bon, William. Oui, c'est bon, ça fonctionne. On a Ok. ton écran en visu. Parfait. Alors, je te démarre par là. Donc, à la première question, mais finalement, vous avez répondu à travers tous les petits mémos que vous avez mis. C'est un moment dans le guide RIOF qui a été mis en place, qui a été élaboré, c'est de bien que la question sur les évaluations, la partie que là j'ai surlignée en jaune dans cette image-là, ce soit bien ces questions qui interviennent quand vous êtes en train de construire le parcours de formation. Donc, c'est bien sur la base de ces différentes questions-là, où à un moment, vous allez vous dire, bon, bah, ok, j'ai telle compétence à développer, comment je vais le faire? Est-ce que je vais le faire en FOAD? Est-ce que je le fais en présentiel? À travers de quel genre de mise en situation et maîtriser le chemin? Et puis bah, maintenant, comment je fais pour l'évaluer? On est bien d'accord qu'au départ, l'intention, c'est déjà d'arriver sur ce schéma-là, de vous amener à vous poser cette question-là. Ensuite, le deuxième élément, c'est bien de faire le lien entre le référentiel national d'évaluation que là, vous avez à l'écran sur la partie en haut. Là, j'ai pris par exemple sécuriser la zone d'intervention. Donc ça, c'est l'activité. Vous avez 3 compétences qui sont elles-mêmes décomposées de 2 savoirs-agir pour chacune d'entre elles. Et quand vous reprenez cette fois-ci le référentiel national d'activité compétences, l'idée, c'est quand vous allez créer l'activité, que vous puissiez mesurer que la personne, elle a analysé l'environnement opérationnel sur la base des 2 savoirs-agir, qu'elle a bien observé, qu'elle a bien analysé, et à l'intérieur du détail des compétences, et bien à ce moment-là, vous allez retrouver les différentes limites. Et là où je mesure que la difficulté peut parfois se trouver, c'est qu'il n'y a pas de curseur sur ces différentes limites. Maintenant, ce qu'il faut, c'est être le plus pragmatique et le plus opérationnel possible. Et c'est là où la notion de la réalité de l'activité prend tout son sens, dans le sens où analyser l'environnement avec cette notion d'observation, d'analyse, identifier les risques, avec détecter et signaler les sources, ce sont les indicateurs qui vont vous donner, c'est à travers l'observation et l'analyse de l'individu que vous aurez les différents éléments qui doivent ressortir. Voilà en gros le schéma pour essayer d'être le plus synthétique possible, sur lequel la trame s'inscrit. Je vous propose qu'on commence à échanger. Alors, pour le moment, il n'y a pas eu de questions dans le chat. Donc, je vous invite, si vous souhaitez, à en écrire dans le chat si vous souhaitez poser des questions sur cette thématique de façon à ce qu'on puisse les relier à William. Alors, William, simplement, tu es encore en partage d'écran. Je le dis pour information. D'accord. Donc, il suffit de rappuyer sur l'écran du partage. Oui, ouais, c'est ce que je fais, mais ça ne change rien. Je vais y arriver. Ça va peut-être changer. Alors, est-ce que c'est cette étape-là? Est-ce que la difficulté aujourd'hui qui était un peu exprimée à travers tous les mémos, elle est liée justement à ce niveau, à ce curseur? Sur quel curseur je peux l'avoir, cette observation et cette analyse de l'individu? Alors, analyse ou auto-analyse, hein, parce que évidemment, on peut faire les deux.
Alors, je vois que Anthony Si souhaitait ça n'amène pas d'interrogation, réagir par rapport à ça. c'est que ça serait… Ouais, ouais, sur les, nous, de notre côté, on n'a pas trop de remarques sur les curseurs enfin, l'utilisation de la porte d'entrée le savoir agir comme porte d'entrée, la performance observable pour commencer à déterminer les indicateurs, les critères de la performance qu'on attend pour l'évaluation. Je trouve qu'on est en phase, on a déjà eu une discussion sur ce sujet-là. La plus grande difficulté, ça va un peu plus loin, c'est à quel moment on détermine l'autonomie de l'agent au niveau débutant dans l'exercice de sa compétence. Et ça reste relativement subjectif, puisque ça dépend un peu d'un volume. On est contraint à un volume par rapport au volume de temps, le volume de MST réalisé, et c'est assez subjectif que de déterminer là, je le sens autonome dans l'exercice de sa compétence. Parce qu'il a atteint un certain nombre de fois des indicateurs de performance, mais après, plus j'ai monté en complexification en zone fonctionnelle pour mes MSP, et plus je suis en développement de compétences et plus on atteint du niveau minimum. Donc après, on va amener à des situations d'erreur, mais en même temps, on a validé la compétence. Et je crois que la difficulté, c'est de se dire à quel moment je dis feu vert. In fine, quoi. Par rapport à ça, deux réactions. Je comprends pleinement la difficulté, et moi, ce que j'ai pu constater, il y a souvent un espèce de delta entre la perception de nos formateurs sur la compétence que lui aimerait voir être dégagée, voir ressortir, et ce que le référentiel attend. Un élément qui est fondamental, que nous ne devons pas oublier, et là il y a probablement un travail de fond sur les équipes par rapport à ça, c'est aujourd'hui sur un certain nombre de fonctions, je pense à l'équipier en particulier, je pense au chef d'équipe, peut-être qu'à partir du moment où on est sur la dimension de chef d'agré, ça peut commencer à avoir une certaine différence, mais fondamentalement, ce qu'on attend quand même, c'est un peu la caricature du permis. C'est-à-dire que la personne, elle doit avoir montré que sur une intervention, elle aura le minimum, et j'insiste bien sur le minimum d'autonomie pour pouvoir, au sein d'une équipe, démarrer son activité. Et là, c'est un constat qui n'engage que moi, mais qui est peut-être partagé. J'ai vu nombre de fois où les formateurs, de manière naturelle, leur référentiel qu'ils ont dans leur tête ou dans leur gène, il est en lien avec leur propre activité opérationnelle, donc il est supérieur à l'exigence qui est attendue dans le référentiel national. Et en fait, c'est peut-être ce delta qui parfois pose un problème, c'est que le formateur a une exigence par rapport à la réalité opérationnelle qu'il connaît lui, mais avec de l'expérience, alors que là, l'idée, c'est de bien trouver le niveau correct et nécessaire, hein, parce qu'il y a une notion de responsabilité très, très forte derrière, mais le niveau minimum pour que la personne puisse être autonome, et je prends le cas de l'équipier, il est à l'intérieur d'une équipe, comme son nom le dit, donc il n'est pas lâché tout seul. Donc à partir de là, il va bien démarrer et acquérir son expérience sur la base de son autonomie de départ. Donc moi, je pense que le processus, il est surtout dans le partage, entre guillemets, avec nos collègues formateurs sur une exigence qui ne serait pas trop haute par rapport au minimum opérationnel attendu. Après, sur les chefs d'agré, le schéma est un peu différent, dans le sens où la personne, lorsqu'elle sera lâchée, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, sur le plan opérationnel, là, elle sera toute seule. Donc là, l'approche peut être différente, évidemment, par rapport à ces dimensions d'autonomie. Mais le principe reste le même. Merci beaucoup pour cette réponse, William. Alors, il y a une autre question dans le chat qui vient du ZIS49. Alors, je vais la lire directement. Une des difficultés ressenties est l'utilisation de la grille d'évaluation correspondant à la définition des RNE par des formateurs ponctuels ayant peu de connaissances des référentiels. Il faut traduire la compétence attendue. Alors, par rapport à cette difficulté-là de personnes qui découvriraient
cette question de la professionnalisation peut-être, William, est-ce que tu souhaites rebondir là-dessus? Alors, je comprends la question, mais elle me perturbe quand même. C'est un peu l'ambiguïté, puisque nous, dans notre... J'utilise moi souvent le mot corporation, parce que pour moi, il n'a pas de connotation péjorative, et ça permet à la fois d'englober les pompiers professionnels et les pompiers volontaires. On a fait un choix historique et culturel, et à mon sens, aujourd'hui, c'est le bon choix, et je pense qu'on aura encore de nombreuses décennies avant de le changer, que nos équipes de formateurs sont des gens internes. On s'entoure sur la majeure partie des sujets, en particulier les sujets cœur de métier. Hein. Je parle de l'incendie, du secours à personne et des différentes parties. On a fait le choix de s'appuyer sur des gens qui disposent de la compétence. Et c'est vrai que je comprends la question d'Hannibal 49, mais la problématique, et ça c'est un deuxième sujet, mais là ça ouvrirait une autre visio, et Paul, à ta disposition si tu le veux, c'est sur la problématique des compétences aujourd'hui des gens opérationnels. Je vous décris simplement, je tairai le nom du collègue qui m'a appelé il y a quelques temps, qui m'a dit, écoute, ça y est, j'ai mis en place l'esprit par rapport à la réforme du 22 août. Aujourd'hui, je fais des diagnostics de compétences quand je démarre une formation, et c'est génial sur les équipiers, que ce soit pro ou volontaire, j'arrive à gagner entre 20 et 40% du temps de formation par rapport à avant, parce qu'on se rend compte que le diagnostic nous permet de valider des compétences déjà très intéressantes, qui sont déjà acquises, et de gagner beaucoup de temps. Il me dit, par contre, j'ai un gros problème, j'ai fait la même chose sur les chefs d'équipe, sur les chefs d'agré, et là, j'ai un énorme problème. Et je me demande si la question d'Hannibal 49 n'est pas en lien avec cette problématique-là. C'est que notre collègue, il a constaté que lorsqu'on fait un diagnostic d'entrée en formation d'un chef d'agré, eh ben, il a dû prendre une décision, c'est que la formation, il ne l'a pas raccourcie, il l'a allongée. Parce qu'il a pu constater que sur la base des référentiels, il y avait beaucoup de référentiels, d'éléments de compétences, de savoir agir et de connaissances qui n'étaient pas maîtrisés par des gens qui sont censés être en activité et censés avoir développé l'expertise. Donc à partir de là, ça me ramène à la question a priori de Franck qui se cache derrière Hannibal. C'est pas tout à fait la même carrure, hein, pourtant. Mais de cette question de maîtrise de l'environnement. Et donc, je comprends. Mais je pense que finalement, le problème, il est pas là. Il est sur une grosse interrogation qu'on devrait se porter sur le fait des compétences devant être acquises. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est assez tous d'accord pour dire qu'on fait de la FMA réglementaire sur de la volumétrie et non pas sur les compétences précisées par les référentiels. Mais ça, je te propose, Paul, que ce débat-là se fasse à un autre moment, parce qu'on n'aura jamais assez de temps. Alors c'est bien noté, j'ai bien pris note. Donc il y avait une réflexion, bon, toujours dans le même sens, hein, puisqu'il n'y a pas d'autres questions qui sont venues pour le moment sur le chat. Alexandre Giraud, donc collègue de Franck aussi, dans le 1049, qui parle de l'importance d'un langage universel des évaluations pour s'adapter à tous les niveaux de formateurs. Là, on est sur un niveau de formateur. Voilà. Est-ce que ça t'amène une réflexion, William? Sinon, après, on a une autre question qui viendra du 1051. Alors, ce que j'ai pu souvent constater aussi dans nos organismes de formation, c'est l'énorme difficulté d'avoir un langage partagé. Langage partagé, langage commun, langage universel. C'est normal, on ne peut pas, on est humain. Chacun d'entre nous, on va exprimer les choses d'une manière différente en voulant parler de la même chose. Donc, aujourd'hui, nos référentiels sont là pour nous amener un langage partagé. Mais jamais on ne pourra imaginer que nous clonions nos formateurs avec une sensibilité différente parce qu'il y a leur histoire de vie, à leur façon de s'exprimer, à leur façon de comprendre les choses, ce qui amène un delta. Donc à partir de là, vous, pour être pragmatique, c'est effectivement cette notion de grille d'évaluation. Je crois que par rapport à ce qui a été évoqué, c'est, si je reprends l'exemple de la diapo sur sécuriser la zone d'intervention, c'est peut-être qu'à un moment au niveau de l'équipe pédagogique, ça représente quoi pour nous, pour vous, sécuriser la zone d'intervention, en sachant qu'il y a 3 compétences. Donc, comment on le voit?
Et c'est là où le fameux delta que je vous évoquais tout à l'heure sur le fait de dire qu'il y en a qui vont vouloir aller plus haut et d'autres peut-être plus bas, hein, ça peut aussi arriver dans l'autre sens, faut pas négliger l'hypothèse. Mais à partir de là, c'est de chercher à avoir oui, cette notion de langage partagé entre les équipes pédagogues et l'orientation que vous donnez à votre formation pour pouvoir être le plus proches les uns des autres, mais avec une approche humaine évidemment différente, quoi. On est bien d'accord, je lis hein, l'observation d'Anthony. Aujourd'hui, il y a des SDIS qui ont pleinement compris. J'ai quand même l'impression là d'avoir un groupe de gens ce matin qui sont quand même plutôt avertis et qui ont bien évolué sur l'environnement formation comme nous tous, ce qu'on a fait ces dernières années. Mais aujourd'hui, moi, dans un de mes débats avec nos différentes strates de gouvernance, c'est de se dire que, je vais faire un parallèle, hein, il y a une quinzaine d'années, on disait que la prévention, c'était un métier à part et il fallait professionnaliser les gens dans la prévention. Et une fois qu'on tient un préventeur, on ne le lâche pas, on soigne, on fait tout ce qu'il faut pour qu'il reste au moins quelques années, sous-entendu entre 5 et 10 ans, entre guillemets, dans le domaine-là pour développer ses compétences. La formation, il y a des endroits, il y a des SDIS où ça a été compris, ça y est. Aujourd'hui, c'est aussi une spécialité extrêmement forte. Et ben, cette spécialisation, elle amène peut-être à avoir des gens qui vont rester un certain temps, sur laquelle ces personnes-là doivent monter en compétence, parce que c'est une compétence professionnelle qui est spécifique et qui est à part. Et puis, bah, c'est sûr qu'il faut que vous puissiez continuer à utiliser des formateurs non permanents. C'est un peu l'esprit des accompagnateurs, à la différence des formateurs accompagnateurs. Et les accompagnateurs de proximité, eux, ils sont là sur justement des éléments où on ne rencontre pas les problématiques qu'on vient d'évoquer avant. Donc aujourd'hui, j'ai bien conscience que dans l'ensemble des SDIS de France, il est illusoire d'imaginer qu'il va y avoir une équipe de professionnels armée de 20 personnes ou ce genre de choses qui vont pouvoir former l'ensemble du département. Non, il faut trouver le mixte et le juste milieu par rapport à ça. Mais c'est bien la dynamique et la différence entre le formateur accompagnateur et l'accompagnateur de proximité. Alors, juste avant de... Oui, Bruno. Oui, voilà. Ouais. Oui, Bruno, effectivement, 83 formateurs permanents égale perte de compétences. Aujourd'hui, de nombreuses SDIS, on utilise la solution mixte, hein, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va devenir formateur à 80%, et puis histoire de ne pas être déconnecté de l'activité opérationnelle, et ben, il y a quelques gardes de temps en temps, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un lien encore avec l'activité opérationnelle pour avoir un lien avec les personnels dans les casernes, pour avoir un lien avec la réalité opérationnelle. Ça semble une option qui n'est pas inintéressante. Je vois que le VAR teste 50-50. Moi aussi, là où j'étais avant, on avait testé 50-50 et c'était pas assez. C'était trop d'opérationnel par rapport. On n'avait pas les gens assez souvent au niveau du centre de formation. Et là, c'est chacun d'entre vous de mesurer les avantages et les inconvénients. Moi, je serais plutôt pour allez, je vais couper la poire en deux. 60-70% opérationnel. Non, pardon, formation et puis le reste en opérationnel. Mais bon, c'est juste une. À 49, ils sont 75-25. Il est déjà 10h30, donc je me tais. Bien, on a une question, je crois, de Sébastien du 10-51. Sébastien, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, est-ce que vous m'entendez bien déjà? On t'entend très bien, Sébastien. Parfait. C'était juste pour revenir sur la première remarque de William sur cette différence d'attendu entre la carte mentale du formateur et puis le niveau réel du stagiaire en fin de formation. Nous, ce qu'on a fait dans le 51, donc c'est pour ça que je voulais le partager avec vous, ça peut être un détail, mais ça fonctionne. C'est sur nos grilles de suivi d'acquisition des compétences, où je demande à l'équipe pédagogique en fin de formation, ce n'est plus de répondre à la question est-ce que l'agent est validé ou non dans sa formation, c'est
de leur dire, avis pédagogique, est-ce que l'agent est autonome dans sa fonction, et répondre à la question suivante, vous êtes sur une formation d'équipier VSAV, là, dans 5 minutes, si le bip sonne, est-ce que l'agent peut partir en équipier VSAV ou en chef d'agré-fourgon? Et ça coupe souvent court au débat, puisque à chaque fois, c'est je ne l'ai pas validé parce que ça, parce que je pense qu'il n'est pas prêt. Non, c'est tu me réponds à la question, dans 5 minutes, son bip sonne, est-ce qu'il peut partir, oui ou non, selon toi? Et le fait d'avoir changé cette question nous permet d'avancer plus facilement et pas de valider des agents, mais de dire oui, ils sont autonomes, ils peuvent partir. On leur donne souvent le même exemple qui est de l'instructeur d'auto-école qui doit délivrer le permis de conduire ou non à une personne, en sachant qu'une fois qu'on a le permis de conduire, on ne sait pas conduire. Donc on donne toujours ce lien-là, et pour nous, en tout cas, ça fonctionne. Ça a débloqué pas mal de situations. Ce niveau d'autonomie minimum. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on met. C'est l'agent a-t-il le niveau minimum pour être autonome dans sa fonction? Voilà, je voulais juste vous apporter ce petit complément pour confirmer ce que disait William. J'espère que j'étais assez Merci clair. Sébastien. Je pense que ton élément de réponse est très intéressant, et je suggère même de rajouter une question. C'est est-ce que toi, demain, tu pars en intervention avec, qu'est-ce que tu lui conseilles de s'améliorer, ou sur quoi tu es vigilant, ou c'est-à-dire que de l'impliquer entre guillemets en lien avec lui s'il l'avait en intervention, si ça pouvait l'aider, quoi. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas évoqué, c'est que j'ai donné des consignes assez particulières à mes nouveaux formateurs ou accompagnateurs, vous les appelez comme vous voulez. C'est aujourd'hui, on a pris en compte les compétences transversales, et dans ma grille de suivi individuel pour valider en fin de formation les compétences d'un agent, j'ai la question suivante qui est en dehors des blocs de compétences: c'est l'apprenant a-t-il été acteur de sa formation? Je leur donne comme consigne, ça a beau être le meilleur équipier ou le meilleur chef d'agré, s'il a le comportement qui ne va pas avec, on ne lui valide pas certains blocs de compétences, et on lui explique, et comme ça, il sera validé plus tard dans le temps. Il sera validé un jour, mais on se garde le droit de ne pas valider quelqu'un qui n'a pas été moteur dans le groupe, ou au contraire, enfin, pas qui n'a pas été moteur, mais qui nous a déséquilibré un groupe, qui n'a pensé qu'à lui, enfin voilà, on utilise maintenant. Ça a été compliqué pour nous de comprendre comment se servir des compétences transversales, comment les apporter. Maintenant qu'on a compris qu'on n'est pas obligé de tout apporter durant la formation, puisque la formation en fait commence le premier jour où notre pompier volontaire ou pro signe son engagement, et après c'est tout au long de sa carrière. Donc on se donne le droit de mettre certains blocs de compétences en cours d'acquisition, comme nous le permettent les RNE, et on se donne plus de liberté, et on n'est plus que sur la partie technique pompier. On va aussi sur le comportemental. On se donne plus de liberté et ça fonctionne. Intéressant. J'ai vu deux observations intéressantes également, celle de Benoît qui dit et si on posait la question à l'apprenant s'il était prêt à partir en intervention. Je pense que c'est un élément qui est important également. En voyant la différence entre les hommes et les femmes, on a là-dessus une approche extrêmement différente entre les deux genres. Et puis, observation intéressante d'Anthony, sauf qu'elle vient juste de monter de l'écran, qui disait, quid du CE qui n'a pas les compétences de l'équipier? Là, on revient sur le problème de tout à l'heure, quoi. On revient sur le problème du diagnostic, où dans le diagnostic de la formation de chef d'équipe, malheureusement, vous faites le constat qu'il faut revenir en arrière. Mais là, on est presque sur un autre sujet, quoi. La dernière intervention de Sébastien, notamment sur l'évaluation des compétences transversales, ouvre aussi le sujet de la pondération. Est-ce que tu voulais revenir un petit peu là-dessus, William? Alors, sur la notion de la pondération, quand on a travaillé sur les référentiels, ça a valu un certain nombre d'échanges, d'ailleurs avec vous, en général, c'était des échanges entre le ministère et les SDIS, sur le fait de se dire, la question de départ, elle était super compliquée, parce qu'elle était de dire, est-ce que ça c'est obligatoire pour assurer l'activité, ou est-ce que c'est vraiment pas obligatoire tout de suite au début? Quand on réfléchit comme ça, c'était un peu compliqué de trancher, parce qu'il y avait c'est assez naturel à dire, en ce cas-là, tout est obligatoire, que presque tout était obligatoire. D'ailleurs, vous remarquerez, là je travaille de tête, mais dans le domaine du secours à personne, il y a beaucoup moins de compétences pondérées qui peuvent s'acquérir au fur et à mesure de l'activité
que dans les autres domaines. Ça semble assez évident puisque c'est la vie des individus qui sont en jeu, donc c'est fondamental. Et le choix de la pondération, ça a été vraiment que tout ce qui doit être acquis en cours de formation, c'est considéré comme des activités sur lesquelles il y a la notion de sécurité, de danger pour les apprenants ou pour le citoyen qui est secouru. Donc à partir de là, l'objectif est de se dire tout ce qui amène un caractère dangereux ou la notion de la vie, de la sécurité est là. Là, il n'y a pas de pondération. C'est quelque chose que vous devez vérifier. Ça reste l'assurance vie de notre directeur départemental et de notre schéma. Il faut bien voir que cette notion de sécurité, et d'ailleurs ça rejoindrait un autre sujet, mais là aussi c'est un sujet dont on peut débattre une autre fois, c'est une proposition, Paul, c'est sur la fameuse AFEST, hein, les actions de formation en situation de travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est un peu coincé sur les activités opérationnelles, dans le sens où vous devez sécuriser la structure et garantir au directeur que la personne qui monte dans le véhicule ait l'autonomie professionnelle minimum, ou volontaire bien sûr, pour pouvoir assurer la mission. Et si malheureusement, et de nombreuses 10 aujourd'hui sont encore aux tribunaux sur un certain nombre d'affaires, on connaît quelques-unes qui sont un peu médiatisées, sur le fait que si la personne n'avait pas les compétences qui ont été validées et reconnues par une institution et nos instances, donc l'équipe pédagogique, le diplôme, machin, tout ce qui va bien, et bien à partir de là, il peut y avoir une mise en cause de notre structure et évidemment du directeur et des différentes personnes responsables. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de diplôme, d'une part, mais derrière la notion de la pondération, elle vient sur le fait de dire que sur certaines